Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à l'adoption par les sénateurs de la proposition de loi dite anti-Huawei sur la sécurisation des réseaux mobiles en vue de l'arrivée de la 5G. Un texte sur lequel les députés et les sénateurs sont parvenus à un terrain d'entente. Un texte appelé loi Huawei car il vise, sans le dire explicitement, à limiter l'influence du géant des télécoms dans les prochains équipements de la 5G. En cause également les craintes d'espionnage de la part du géant chinois qui pourrait utiliser les équipements Huawei pour explorer les données des utilisateurs. Alors ce texte a notamment pour objectif de mettre en place un régime d'autorisation préalable du Premier ministre pour la mise en place d'équipements de la 5G. Notez qu'hier, les sénateurs ont adopté le texte en saluant le compromis auquel ils sont parvenus avec les députés. Ce sont là les mots de la présidente de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas. Retour donc à l'examen du texte au Sénat hier dans l'hémicycle. Donc l'ordre du jour appelle maintenant l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restantes en discussion sur la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Catherine Procaccia, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. C'est le plus bas. Merci. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, mes chers collègues, le 3 juillet dernier, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi dite 5G est parvenue à un accord dont nous examinons aujourd'hui la lettre. Je ne reviendrai pas sur le détail du texte. Je rappellerai seulement qu'il permet à l'État de s'assurer de la sécurité des réseaux de 5e génération de standards de télécommunications mobiles en mettant en place un dispositif d'autorisation préalable à l'exploitation de certains équipements. Ce texte fait l'objet d'un consensus politique et ces dispositions doivent rapidement entrer en vigueur afin que les opérateurs qui sont amenés à se prononcer d'ici au mois de septembre sur la proposition de cahier des charges pour l'attribution des premières fréquences 5G publiées par l'ARCEP disposent d'un cadre juridique clair. En conséquence, trouver un compromis sur le texte était de notre devoir. L'accord en CMP n'est d'ailleurs probablement pas innocent dans le fait que l'ARCEP a publié dans la foulée, le 15 juillet dernier, sa proposition de cahier des charges. C'est donc par esprit de responsabilité que nous avons accepté de maintenir la quasi-totalité des dispositions introduites par le Sénat, à défaut de pouvoir en conserver la totalité. Nous avons dû renoncer à 2 points. Le premier point portait sur l'exigence de proportionnalité renforcée que le Premier ministre devait respecter pour examiner les demandes d'autorisation. Il s'agissait de faire en sorte que le Premier ministre ne puisse refuser une installation dans des cas où un tel refus ne se traduirait pas par un ralentissement des déploiements disproportionné au regard de la sécurité nationale. Devant notre Assemblée, le gouvernement puis les députés en commission mixte paritaire ont fait valoir qu'une telle disposition fragiliserait à l'excès les décisions du Premier ministre, augmentant ainsi les risques de contentieux, ce qui pourrait se traduire par un ralentissement des déploiements, ce que nous ne souhaitons pas. Nous avons donc accepté de supprimer cette disposition tout en la transcrivant dans la demande de rapport au gouvernement qui avait été introduite par le Sénat. Notre sensibilité à la couverture numérique du territoire, qui avait été le fil conducteur des modifications que nous avons introduites, était ainsi préservée. Le second point auquel nous avons dû renoncer porte sur le fait que le Premier ministre aurait dû prendre en considération le fait que l'opérateur ou ses prestataires est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État étranger plutôt qu'un État non membre de l'Union européenne. Gouvernement et députés ont estimé que cela fragiliserait le dispositif. Ce n'était pas notre analyse, mais il s'agissait d'un potentiel point de rupture. Nous avons donc cédé.
Je souhaite maintenant insister sur les principales avancées votées par le Sénat et acceptées par nos collègues députés. De nombreuses modifications visant à rééquilibrer le texte en faveur de l'aménagement du territoire ont été entérinées. Il en va ainsi de la limitation du champ d'application du texte afin d'une part que les déploiements de la 4G dans le cadre du New Deal mobile ne soient pas affectés et d'autre part que seuls les équipements à risque soient concernés. Il en va également ainsi de la suppression de la référence au périmètre géographique dans le dossier de demande afin qu'il soit bien clair qu'il ne reviendra pas à l'État de dicter la politique d'achat des opérateurs. Ont également été préservées la disposition tendant à éviter les surcharges administratives en fusionnant 2 autorisations et celle garantissant que le Premier ministre pourra soumettre son autorisation à certaines conditions. Les modifications proposées par la Commission pour avis ont également été préservées. Elles amélioreraient la rédaction du dispositif, tant sur le régime de la motivation de la décision du Premier ministre que sur celui des indices à prendre en compte pour caractériser le risque sérieux d'atteinte à la sécurité nationale. Enfin, en séance, l'introduction d'une demande de rapport sur le rehaussement du quantum de l'amende encourue en cas d'atteinte aux câbles sous-marins, infrastructure stratégique pour notre pays, ont également été conservées. Bref, c'est donc un texte substantiellement enrichi par le Sénat que nous sommes appelés à voter aujourd'hui. Je souhaite ici saluer le rapporteur pour avis et l'ensemble de nos collègues avec qui un dialogue de qualité nous a permis d'aboutir à ces solutions. Je tiens également à remercier Madame la secrétaire d'État et ses services pour leur ouverture d'esprit sur ce texte. Je crois que les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui auront adopté ce texte en 5 mois, démontre, s'il en fallait, que le Parlement est capable d'adopter rapidement des dispositions dont l'importance est majeure, tout en améliorant le projet initial proposé. Je crois également que les vertus du bicamérisme ont pu également être démontrées à cette occasion. Madame la ministre, les parlementaires ont fait preuve de réactivité sur ce texte. Ils ont décidé, malgré l'absence d'études d'impact et d'avis du Conseil d'État, d'enrichir le texte initialement proposé. Il vous revient désormais d'être à la hauteur de la confiance que vous accorde le Parlement en adoptant au plus vite possible les textes d'application réglementaire de cette proposition de loi et au-delà, en faisant en sorte que la France soit dans le pelon de tête de la 5G. Il conviendra également, sans doute, d'éviter de privilégier les recettes publiques lors de l'attribution des fréquences, comme cela a pu être constaté chez certains de nos voisins. Par ailleurs, le processus d'harmonisation des positions sur la sécurité des réseaux 5G va se poursuivre au niveau européen. Le gouvernement avait jusqu'au 30 juin pour transmettre sa copie à la Commission européenne. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire si vous avez eu des retours sur les évaluations effectuées par nos partenaires européens et sur les suites concrètes qui pourraient être données? Pour conclure, je vous propose, mes chers collègues, que le texte tient suffisamment compte des travaux de notre Assemblée et je vous invite donc à le voter. La parole est maintenant à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents de Commission, Madame la rapporteure, chère Catherine Procaccia, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd'hui en lecture définitive la proposition de loi sur le déploiement de la 5G et la sécurité de nos réseaux. Je ne vais pas revenir sur le défi que représente le déploiement de la 5G pour notre économie ou sur les grandes orientations que nous défendons en la matière. Ce sont des questions qui vous sont bien connues et j'ai eu l'occasion de vous présenter à plusieurs reprises ces orientations et ces objectifs. Je voudrais plutôt insister sur le travail mené par la Chambre haute sur ce texte important, sur les récentes avancées du gouvernement dans le déploiement de notre feuille de route et sur nos prochaines étapes. Vous avez de conserve avec l'Assemblée nationale amélioré, simplifié et clarifié le texte. Je tiens à saluer le travail mené par le Sénat.
Je pense à la précision sur le champ d'application du dispositif pour le limiter aux équipements de 5e génération et de génération ultérieure. Je pense aussi à la simplification de notre dispositif de contrôle. C'était une demande des opérateurs et vous avez su y répondre de manière pragmatique. Je tiens également à saluer l'esprit de consensus de la commission mixte paritaire qui nous permet aujourd'hui d'examiner ce texte final. Elle a permis d'améliorer le texte en demandant que soit monitorée la vitesse de déploiement. Nous avons trouvé une solution de compromis. Le gouvernement remettra un rapport annuel sur les éventuels impacts du nouveau dispositif sur les coûts et le rythme de déploiement du réseau par les opérateurs. Ces avancées nous permettent d'établir un cadre juridique stable, simple, protecteur, sans entraver le déploiement. Nous avançons parallèlement pour déployer la 5G dans les meilleurs délais. L'ARCEP a lancé la semaine dernière, vous l'avez signalé, une consultation publique sur un projet de cahier des charges pour attribuer la bande 3,5 GHz. Cette consultation est ouverte jusqu'au début septembre et permettra d'améliorer ou de préciser les conditions d'attribution si nécessaire. Ce projet de cahier des charges répond aux orientations du gouvernement en matière de concurrence, d'aménagement du territoire et d'innovation. En matière de concurrence, le déploiement se fera en préservant la concurrence entre opérateurs de façon à ce que le rapport qualité-prix des offres reste compétitif, comme c'est le cas aujourd'hui quand on compare l'offre française aux offres européennes, l'offre française étant classée dans les 2 meilleures offres européennes. En matière d'aménagement du territoire également, le déploiement doit permettre à tous les territoires d'avoir accès à la 5G et à ses usages spécifiques dans un calendrier raisonnable. On ne développera pas d'un côté la 5G dans les villes pour oublier la 5G dans les campagnes. Je vous rappelle les objectifs de la feuille de route. En 2020, chaque opérateur devra couvrir 2 grandes villes. En 2025, les principaux axes de transport devront être couverts. Ça, ce sont des obligations de nature européenne. Une grande ville, tous les axes de transport, on a porté à 2 le nombre de grandes villes. Et nous avons 2 objectifs chiffrés. 12 000 sites équipés en 5G par opérateur en 2025, dont un quart de ces sites dans les zones rurales, et cela dès le démarrage du déploiement de la 5G standalone. Nous ne voulons pas reproduire les erreurs du passé. Ce que nous voulons éviter, c'est de déployer la 5G dans toutes les grandes villes et seulement après ce déploiement réussi, déployer la 5G dans les zones rurales. Et il n'y aura pas une 5G des villes dès 2020, une 5G des champs en 2030. C'est contraire à notre politique économique, c'est injuste, c'est inefficace. Et cette vision n'est que le prolongement du New Deal 4G qui nous a amené à multiplier par 3 la vitesse de déploiement de la 4G sur les territoires, car aujourd'hui, l'accès au débit, quelle que soit la technologie sous-jacente, est aussi nécessaire que l'accès à l'eau ou à l'électricité. En matière d'innovation, enfin, le déploiement doit répondre aux besoins des industriels. Il doit permettre aux nouveaux usages, notamment industriels, de se développer. Les nouveaux titulaires des fréquences devront donc permettre des accès à des industriels ou à des fournisseurs de services, je pense notamment à la santé, à de bonnes conditions, même dans les zones les moins denses du territoire. Les obligations de couverture présentes dans le cahier des charges s'articulent donc en 3 axes. Premier axe, en finir avec la saturation des réseaux dans les zones denses. Deuxième axe a pour objectif de développer des usages professionnels avec des services différenciés. Le troisième axe, enfin, consiste à permettre une montée en gamme, débit et services différenciés progressifs de tout le réseau avec plusieurs jalons jusqu'en 2030. Des objectifs ambitieux et, si on les compare au plan européen, plutôt parmi les plus ambitieux d'Europe, ont été fixés en matière d'amélioration du débit pour tous et de faible latence, toutes technologies confondues et toutes bandes de fréquences confondues. Vous savez maintenant où nous en sommes, quelles sont donc nos prochaines étapes? La prochaine étape sera de fixer les redevances associées à ces attributions et de lancer la procédure d'attribution sur la base d'une version définitive du cahier des charges proposé par l'ARCEP. L'attribution des fréquences commencera ainsi à l'automne. Fin septembre, la Commission des participations et des transferts de l'État rendra un avis sur le prix de réserve des enchères qui sera ensuite fixé par un arrêté. Les fréquences étant un bien public, il est normal que l'État ne brade pas les blocs attribués tout en veillant à ce que leur montant ne compromette pas les capacités d'investissement des opérateurs pour déployer la 5G sur les territoires. Le premier objectif n'est pas budgétaire, notre premier objectif est de prendre une avance technologique pour gagner en compétitivité, créer de l'activité partout en France et surtout créer des emplois. Vous savez d'où nous venons, le travail qui a été réalisé, les étapes qui nous restent à franchir. Il y a effectivement la prise en compte des textes d'application de cette proposition de loi que nous sommes en train de finaliser, un échange avec la Commission européenne pour s'assurer que le texte convient bien à la liberté de circulation des marchandises
Et sur cette base-là, nous serons définitivement armés pour déployer la 5G. Encore une fois, je vous remercie pour votre esprit de consensus, pour l'engagement des rapporteurs et pour la qualité du travail technique qui a été réalisé. Je vous remercie. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Noëlle Raussan de La République En Marche pour une durée de 6 minutes maximum. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, chère Catherine, mes chers collègues, je me réjouis vivement que nous puissions nous retrouver aujourd'hui suite au dénouement heureux de la commission mixte paritaire qui s'est réunie sur cette proposition de loi 5G. Je voudrais tout d'abord saluer la qualité et la richesse de nos échanges et l'état d'esprit constructif dans lequel nous avons débattu. Il était primordial de nous saisir rapidement de cet enjeu. Nos débats ont été nombreux et passionnants. Ils ont permis d'enrichir considérablement le texte à chacune des étapes de son examen, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Nous sommes parvenus, je le pense, à un texte équilibré qui répond aux exigences de sécurité tout en préservant la capacité d'innovation des entreprises et en permettant un déploiement rapide du réseau. Il ne fallait effectivement pas pénaliser les opérateurs et l'innovation. L'état d'esprit initial du texte est préservé, tandis que le texte final, sur lequel nous nous prononçons aujourd'hui, tire le meilleur parti des ajouts du Sénat. Nous pouvons nous satisfaire du compromis en commission mixte paritaire qui démontre une fois de plus l'importance du Sénat et la pertinence du bicamérisme. Mes chers collègues, les lignes rouges que nous nous étions fixées ont été maintenues et les apports du Parlement ont permis de renforcer la sécurité juridique du dispositif nouvellement créé afin de le rendre simple, efficace et robuste, en rappelant son lien exclusif à la 5G, en précisant la liste des appareils concernés, en élargissant les motifs de refus d'autorisation, en intégrant la protection des communications électroniques des pouvoirs publics, en supprimant la référence au périmètre géographique. Conformément au souhait du Sénat, le gouvernement devra, dans son rapport au Parlement, évaluer les conséquences des décisions du Premier ministre sur le rythme et le coût des déploiements d'appareils 4G et 5G. Ce compromis trouvé permet de réaffirmer l'attachement des élus à la lutte contre les zones blanches sans affaiblir la portée juridique du dispositif. Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe La République En Marche voteront évidemment ce texte avec un enthousiasme massif. Nous ne le rappellerons jamais assez. Nous sommes à l'aube d'une rupture technologique majeure. Les ambitions de la 5G sont immenses. Le déploiement d'un réseau 5G plus puissant et plus rapide que dans les autres pays européens constitue un moteur de croissance et de compétitivité crucial pour l'ensemble du tissu économique français. Avec la couverture 5G, les réseaux vont pouvoir gérer instantanément une énorme quantité de données et ainsi permettre de franchir un cap en termes d'usage pour les entreprises, tant industrielles que de services. C'est maintenant aux entreprises de se mobiliser et de se saisir de cette nouvelle technologie. Ce tournant technologique déterminant va permettre d'installer une infrastructure stratégique capable de faire fonctionner les usines du futur, la voiture autonome ou encore la télémédecine. Tout reste à inventer, en particulier dans nos territoires ruraux. Le déploiement de la 5G ne sera pas utile qu'aux villes. Il va permettre de formidables innovations et de nouveaux usages en créant de véritables fermes intelligentes. Grâce à de nouveaux outils numériques connectés, l'agriculteur pourra optimiser l'irrigation de ses terres et l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires avec l'utilisation du capteur. Il pourra alors enrichir ou irriguer des parcelles de manière ciblée ou lutter contre les parasites. L'utilisation de drones, de machines et tracteurs automatisés, de robots agricoles détectant et arrachant les mauvaises herbes à la place des pesticides
pourra se généraliser. L'agriculture pourra gérer toute son exploitation en temps réel, son cheptel grâce à des colliers connectés, ajuster ses coûts, piloter ses appareils, recevoir des alertes immédiates en cas de problème ou même favoriser la distribution directe. Mes chers collègues, la 5G va permettre de sortir nos campagnes de l'isolement en impulsant une nouvelle dynamique, de réinventer une partie de nos métiers agricoles en les rendant plus attractifs, de transformer la charge de travail en la rendant moins pénible et permettre dans l'ensemble une meilleure habilitation pour tous, une meilleure alimentation pour tous. Ces changements technologiques prometteurs entraînent mécaniquement des risques accrus en termes de cybersécurité que nous pourrons prévenir plus efficacement une fois le texte adopté. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Fabien Gay pour le groupe CRCE pour une durée maximum de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le développement de la 5G étant inéluctable, nous nous prononcerons en faveur de ce texte qui se propose d'apporter certaines garanties. C'est en revanche sur les modalités de déploiement que nous avons, en plus d'un désaccord, des inquiétudes et des interrogations. Pour tout ce qu'elle permettra, la 5G est une révolution qui demande ses propres règles. Les fonctionnements concurrentiels et la confiance dans les acteurs privés sont des principes incompatibles avec les potentiels de la 5G, soient-ils prometteurs ou nuisibles. Le passage d'une infrastructure de réseau physique à une infrastructure virtuelle et décentralisée devrait appeler à une véritable politique de maîtrise publique sur le développement de la 5G et non à des mesures palliatives telles que l'autorisation de tel ou tel équipement. Je le redis, nous sommes pour ce texte et nous saluons les tentatives d'apporter des réponses à ces enjeux. Nous déplorons en revanche leur portée limitée qui contraste avec le caractère infini des potentiels de la 5G. En effet, quelles sont aujourd'hui les garanties qui permettent d'affirmer qu'un équipement est préférable à un autre? Le géant américain ne s'est-il pas rendu coupable par le passé des mêmes crimes dont il accuse aujourd'hui la firme chinoise? Au-delà de l'équipement, la 5G elle-même ne suffit-elle pas à détourner les mesures que nous tenterions de prendre? À titre d'exemple, Europol s'apprête à publier un rapport dont il donne déjà les grandes lignes, notamment en affirmant la perte d'emprise des opérateurs et des policiers sur l'infrastructure 5G. Il s'agit là d'un ensemble de questions qui touchent à la fois à la souveraineté nationale et à la préservation des libertés individuelles et dont la solution devrait être recherchée dans l'indépendance numérique de la France. Et je vous le dis, j'attends avec grande impatience le rapport de la Commission sur la souveraineté numérique. Cela supposerait une véritable maîtrise industrielle dans ces domaines. Coopérer avec tel ou tel équipementier parce qu'il est plus avancé sur le marché, c'est se précipiter dans une brèche de risque que nous aurions pu éviter. Certains me diraient que nous n'avons pas le choix, ce à quoi je leur répondrai qu'ils ont raison. Ils ont raison parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les outils industriels pour mener cette bataille de la souveraineté numérique. Et en cause, en plus de la privatisation de France Télécom, Madame la Ministre, et je sais que nous avons déjà eu ce débat, mais je vous le redis, la France a vendu Alcatel-Lucent à Nokia, achevant ainsi de démanteler le patrimoine industriel nécessaire à l'innovation technologique. Nous voilà donc aujourd'hui bien obligés de coopérer avec Huawei ou Qualcomm, qui, eux, ont été préservés et défendus par leur pouvoir public. Faut-il rappeler que le président américain, et je ne crois pas qu'il soit communiste, s'est opposé au décret au rachat de Qualcomm par Broadcom, qui était alors basé à Singapour. En gardant leur outil d'innovation dans le giron national, les États-Unis ont pu s'assurer une position hégémonique sur le marché de la 5G. En comparaison, quelles sont à présent les perspectives françaises? Allons-nous nous contenter de travailler avec les plus avancés dans la course mondiale
où est-il envisagé de construire des filières françaises? Cela revient à demander si les considérations économiques sont sincèrement envisagées à hauteur de leur potentiel. Selon la Commission européenne, le marché de la 5G représentera 225 milliards d'euros dans le monde, dont 113 milliards d'euros de bénéfices. En termes de retombées sociales, ce sont 2,4 millions de créations d'emplois qui sont espérées en Europe. Je le redemande. Quelles perspectives industrielles sont planifiées en France? Quels profits économiques sont envisagés en dehors de ceux du privé? En l'état, le résultat à venir consistera en des risques accrus pour la sécurité publique et les libertés citoyennes, tandis qu'en parallèle, une manne financière exponentielle est promise aux acteurs privés. Au regard de toutes les anticipations sociales, économiques et environnementales qu'exigerait une transition 5G réussie, nous considérons que le projet actuel nous interdit de parler de souveraineté numérique de la France. C'est donc parce que toutes les précautions sont bonnes à prendre que nous voterons pour ce texte, je le redis, tout en continuant d'alerter sur les risques nombreux que suppose une perte de maîtrise dans de tels enjeux d'avenir. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Viviane Artigalas pour le groupe socialiste et républicain pour une durée maximum de 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, je voudrais avant toute chose saluer la qualité du travail collectif et des débats qui ont présidé à l'examen de ce texte, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et qui nous ont permis d'arriver à un compromis satisfaisant. Et je voudrais rappeler en l'occurrence le rôle essentiel du Parlement et du Sénat, particulièrement lorsqu'on aborde des sujets de sécurité nationale et d'aménagement du territoire. Certes, le gouvernement a très tôt pris la mesure des différents défis que le déploiement progressif de la 5G va poser à court terme. Néanmoins, l'idée de créer un régime d'autorisation préalable devait initialement passer par voie d'amendement lors de l'examen de la loi Pacte. C'eût été se priver d'un débat enrichissant entre les deux assemblées et particulièrement utile pour attirer l'attention sur un enjeu majeur et sensible. Le texte issu de la commission mixte paritaire, satisfaisant globalement les deux chambres, c'est assez rare pour être souligné, prouve bien que le Parlement garde toute son utilité. Je regrette simplement que le recours à une proposition de loi, forme choisie pour ce texte, nous ait privé d'une étude d'impact qui eût été particulièrement bienvenue. Elle nous aurait permis, par exemple, de disposer d'une évaluation précise des conséquences du régime d'autorisation préalable pour les opérateurs et les constructeurs de réseaux. Pourquoi ce débat était-il indispensable? Parce que la 5G constitue une véritable rupture technologique, porteuse d'opportunités, mais aussi de risques qu'il faut pouvoir anticiper, à défaut de les maîtriser totalement. La réponse gouvernementale à ce défi, en créant un régime d'autorisation préalable permettant au Premier ministre de refuser l'exploitation d'équipements de réseau en cas de risque avéré pour la sécurité nationale, était certes bienvenue, mais nécessitait néanmoins quelques précisions que le Sénat a apportées. Notre objectif était clair: mettre au point un régime juridique simple, efficace et solide pour garantir au mieux notre sécurité, mais également pour assurer une nécessaire visibilité juridique aux opérateurs avant l'attribution des fréquences de la 5G. Nous avons ainsi défendu et obtenu un meilleur encadrement du régime d'autorisation préalable, en rappelant son lien exclusif avec la 5G et en précisant la liste des appareils concernés. Autre ajout non négligeable, l'élargissement des motifs de refus d'autorisation, en intégrant notamment la protection des communications électroniques des pouvoirs publics, la possibilité de déroger à la communication des motifs d'une décision si celle-ci met en péril la sécurité nationale. Et enfin, la simplification de l'articulation entre les deux régimes d'autorisation préalable applicables aux opérateurs. Par ailleurs, le Sénat, en tant que chambre représentant les territoires, a également veillé à ce que ce nouveau régime juridique n'impacte pas négativement la couverture numérique des territoires, en particulier celle des zones rurales, qui comptent encore de nombreuses zones blanches, afin que l'égalité des chances économiques soit respectée. À ce titre, je voudrais souligner, moi aussi,
que l'ARCEP a mis en place un dispositif permettant justement d'éviter un déploiement à 2 vitesses des réseaux, ce qui aggraverait encore davantage la fracture numérique que connaît notre pays. Ainsi, dès 2020, chaque opérateur devra s'engager à couvrir en 5G au minimum 2 villes de plus de 150 000 habitants sur au moins la moitié de leur surface. D'ici 2025, ceux-ci devront avoir couvert près des 2 tiers de la population française en 5G, avec la mise en place de 12 000 sites, dont 20 à 25% devront être installés en zone rurale, en ciblant l'activité économique et notamment l'industrie. Pour servir cet objectif ambitieux et nécessaire, il apparaissait indispensable de ne pas entraver le déploiement de la 5G, tout en sécurisant autant que possible ce nouveau système. Aussi, d'un commun accord avec l'Assemblée nationale, le Sénat a accru le droit de regard du Parlement sur la mise en œuvre du dispositif, en particulier face aux évidentes évolutions de la technologie 5G, en demandant à ce qu'un rapport annuel du gouvernement soit remis au Parlement. 2 amendements introduits en séance publique par le Sénat soulignaient en effet quelques craintes concernant les conséquences des décisions du Premier ministre sur le rythme et le coût des déploiements d'appareils 4G et 5G et sur la couverture numérique des territoires. Bien que soumis à une forme d'injonction paradoxale entre préservation de notre sécurité et préservation de l'innovation, du développement de nos entreprises et de l'aménagement de nos territoires, nous avons réussi à trouver un équilibre et le compromis final nous convient. Notre travail commun a permis, in fine, de clarifier le champ d'application de la loi et de sécuriser un système, ce qui doit nous permettre, et je m'en félicite, d'adopter ce texte définitivement. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Requier, président du Rassemblement démocrate socialiste et européen. Social et européen, pour 6 minutes maximum. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, alors que nous nous apprêtons à adopter les conclusions de la CMEP sur la sécurité des réseaux mobiles, le déploiement de la technologie 5G et le rôle de Huawei restent plus que jamais d'actualité. Vous avez tous relevé que la presse anglo-saxonne s'émeut actuellement de projets apparemment développés par la firme chinoise en Corée du Nord. Preuve supplémentaire de la bascule des équilibres géopolitiques du monde, au terme de laquelle il faut aujourd'hui compter avec la puissance économique et technologique du géant chinois. Les dispositions de la proposition de loi sur lesquelles la CMP aboutit à un accord sont, elles, plus prosaïques. Comme cela a été rappelé, elles sont inspirées d'un amendement proposé lors de l'examen de la loi Pacte en début d'année et que la Haute Assemblée avait rejeté. À l'article 1er, tout d'abord, en première lecture, les débats ont porté en particulier sur la définition du champ d'action de l'autorisation préalable. Devait-il s'étendre à la 5G et aux générations ultérieures? La Commission a retenu une définition plus adéquate qui exclut plutôt les générations préexistantes sans préjuger de l'avenir. En revanche, elle a supprimé la modification de la majorité sénatoriale concernant les entreprises étrangères, y compris au sein de notre État membre de l'Union européenne. Il est vrai que cette position paraissait difficilement tenable. Je me félicite également que la modification proposée par mon collègue Yvon Collin sur le critère de disponibilité du réseau ait été maintenue, aux côtés de la sécurité et de la confidentialité pour l'instruction des dossiers d'autorisation. La CMEP a conservé les modifications du Sénat aux articles 2 et 4 en ce qui concerne, d'une part, les sanctions en cas de non-respect de l'autorisation préalable et, d'autre part, l'articulation avec le régime d'autorisation actuel sur le secret des correspondances électroniques. Elle a repris la demande du Sénat de procéder à des évaluations du rythme et du coût du déploiement de la 5G. Enfin, l'article 3, qui prévoit une entrée en vigueur dès 2019 et de façon rétroactive, avait été adopté conforme. Ainsi adoptée, la proposition de loi permettra de renforcer la protection de nos réseaux mobiles sans pour autant nous fermer à une technologie prometteuse, même si, il est vrai, de nombreux territoires auraient d'abord tout simplement besoin d'une couverture numérique au nom de l'égalité entre les citoyens. Dans cette course technologique et commerciale, on ne peut que regretter à nouveau
le déclassement ou le rachat d'acteurs historiques français ou européens comme Alcatel ou Nokia. La reconquête d'un leadership et d'une innovation de pointe dans ces secteurs cruciaux devrait être une priorité des nouvelles institutions européennes. De l'autre côté, la technologie 5G reste encore assez mal connue du grand public. Ses applications concrètes peuvent relever presque encore aujourd'hui de la futurologie plutôt que de la transformation technologique de fond. C'est pourquoi il appartient à votre gouvernement et aux opérateurs d'informer et d'éclairer, alors que nous ne cessons d'absorber des changements technologiques depuis 30 ans. Mais n'oublions jamais que la technologie ne saurait se substituer aux relations humaines. Enfin, et il ne faut pas perdre de vue le coût estimé important des investissements nécessaires à la mise en place de la 5G. Tout ceci nous montre qu'il ne s'agit d'une évolution ni anodine ni instantanée. Pour la mener à bien, la mobilisation de tous les acteurs sera cruciale, entreprises, gouvernements, autorités de régulation, mais aussi et surtout les élus locaux et les nombreux autres acteurs des territoires, et enfin les usagers eux-mêmes. Pour l'heure, la priorité est de garantir la sécurité et la fiabilité des réseaux de télécommunications avec les opérateurs d'importance vitale, les fameux OIV. C'est ce à quoi répond la présente proposition de loi. Comme en première lecture, ce texte recueillera donc l'assentiment du groupe RDSE. Bravo. La parole est à Monsieur Jean-François Longeot pour l'Union centriste pour une durée maximum de 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chère Catherine, mes chers collègues, avant de revenir sur les conclusions de cette commission mixte paritaire, je tiens à saluer le travail effectué autour de cette proposition de loi, démontrant l'intérêt, et cela a été dit à plusieurs reprises, d'un bicamérisme constructif. Si à l'origine les dispositions en discussion l'avaient été sous forme d'amendement lors du projet de loi Pacte, il y a un consensus pour reconnaître que ce qui était prévu et dénoncé comme un passage en force autour d'enjeux hautement stratégiques ne pouvait faire l'économie d'une véritable discussion parlementaire. À ce titre, les échanges entre les deux assemblées ont été fructueux. Au Sénat, je tiens notamment à féliciter le travail en bonne intelligence de la Commission des affaires économiques avec la Commission des affaires étrangères. Car certains enjeux, tels que ceux en discussion aujourd'hui, sont transpartisans et multidisciplinaires, et la recherche d'un équilibre entre la protection des libertés économiques et une approche sécuritaire ne peut donc s'obtenir que par un travail collectif. Car il est vrai, le déploiement à venir de la 5G représente un saut technologique majeur, amené à modifier en profondeur les processus de production industrielle et favoriser l'émergence d'un nouvel écosystème numérique et de nouveaux usages. Si les opportunités entourant cette technologie sont abondantes, le déploiement de la 5G comporte de véritables risques auxquels cette proposition de loi tente de répondre. Tout d'abord, la 5G représente un impératif de souveraineté. À l'heure où les infrastructures virtualisées prennent de plus en plus d'importance dans nos systèmes économiques, et alors que certaines solutions industrielles européennes existent, force est de constater que le marché reste dominé par les acteurs américains et les infrastructures chinoises. L'Europe et la France courent ainsi le risque de la dépendance et de la vulnérabilité. Par suite, la 5G représente un enjeu de sécurité nationale. Des secteurs d'activité complets, industriels comme tertiaires, tout comme de nouveaux usages, seront fortement dépendants de cette technologie, soulevant la question de la protection des réseaux, tout comme des données qui y transitent. La présente proposition de loi constitue donc une réponse adéquate en créant un régime d'autorisation préalable permettant au Premier ministre de refuser l'exploitation d'équipements de réseau en cas de risque avéré pour la sécurité nationale. Par ailleurs, je salue les modifications apportées par le Sénat visant à simplifier l'articulation entre les deux régimes d'autorisation applicables aux opérateurs afin que, dans le cadre mis en place en amont du déploiement de la 5G, ne soit pas contre-productif. Je regrette néanmoins que le gouvernement n'ait pas fait le choix d'un projet de loi qui aurait bénéficié d'une étude d'impact, car il est difficile de légiférer pertinemment sans un tel document, alors que les risques évoqués précédemment
sont de nature à évoluer dans le temps. À ce titre, nous serions favorables à la formation d'un groupe de suivi 5G permettant aux parlementaires de s'assurer de la pertinence des dispositions en vigueur. Si la France fait figure de pionnière parmi les premiers pays à se doter d'un cadre visant à préserver ses intérêts, l'objectif reste bien de favoriser une harmonisation de la réglementation européenne, car apporter une réponse coordonnée assurant un niveau d'exigence élevé dans l'ensemble des États membres permettra d'affirmer une souveraineté numérique trop longtemps inexistante. Votre gouvernement doit s'engager à défendre la position française et à convaincre ses homologues, non seulement de l'intérêt de ces solutions, mais aussi de l'urgence à agir de concert. La 5G est une révolution que l'Europe ne peut pas manquer, posant la question d'un marché unique des télécoms qui nous fait cruellement défaut face à une trop grande diversité des règles de certification des équipements et donc, in fine, des régulations. Cela soulève également un sujet qui me tient à cœur, celui de la politique industrielle européenne, car celle-ci, à l'heure actuelle, empêche aux pouvoirs publics d'apporter un soutien aux entreprises européennes, par exemple Ericsson en Suède ou bien Nokia en Finlande, afin qu'elles soient en mesure d'affronter la concurrence des géants américains et chinois. Le sujet 5G fait ainsi converger plusieurs aspects du débat politique en Europe et soulève l'enjeu de la construction d'une souveraineté européenne au service des intérêts stratégiques de l'Europe entre la Chine et les États-Unis. Enfin, et vous l'avez évoqué dans une interview la semaine dernière, Madame la Ministre, le Sénat reste également sensible à la couverture numérique du territoire. Si l'expérience des générations technologiques précédentes a montré les décalages entre la couverture et les délais de déploiement entre zones urbaines et zones rurales, une telle situation ne doit pas se reproduire avec le développement de la 5G. Alors que l'actuel New Deal mobile n'arrive pas encore à venir à bout des zones blanches, une nouvelle fracture numérique pourrait accentuer le sentiment de relégation des territoires. L'actuel New Deal mobile doit trouver son prolongement avec le déploiement de la 5G. Le groupe Union centriste votera donc le texte issu de la commission mixte paritaire et restera attentif à cette question de l'harmonisation européenne des télécoms et des obligations de couverture des territoires ruraux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Franck Menonville pour le groupe Les Indépendants, pour une durée de 5 minutes maximum. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, la 5G est une révolution que la France ne doit pas manquer. Elle s'y emploie notamment avec la proposition de loi qui a fait l'objet d'une rédaction commune en commission mixte paritaire. Cette commission mixte paritaire a été conclusive et nous nous en félicitons. Plus largement, le groupe Les Indépendants tient à saluer les conclusions auxquelles sont récemment parvenues les nombreuses CMP. Cela illustre la pertinence du bicamérisme. Au sujet de la 5G, nous nous souvenons des angoisses qui avaient accompagné l'annonce du développement de cette technologie pleine de promesses, mais porteuse de risques, notamment en matière de sécurité nationale. Cette technologie, comme toutes les technologies, comporte des risques et doit être contrôlée afin de servir utilement les intérêts de la société. La France n'a cédé ni à la panique ni à la paranoïa. Elle a choisi de se doter d'un cadre sécurisant. Le texte que nous examinons apporte cet encadrement et vient sécuriser les différents acteurs. L'État d'abord, qui a la charge de la sécurité nationale. C'est le Premier ministre qui autorisera l'exploitation des dispositifs composant les réseaux ouverts au public après leur examen par l'ANSSI. Cette procédure permettra de s'assurer que ces dispositifs ne seront pas porteurs de risques. Ensuite, ce sont les usagers, qu'ils soient professionnels ou particuliers, qui voient leur sécurité améliorée. Un réseau plus sûr est un réseau plus fiable. Il doit être opérationnel en permanence et la sécurité des données qui transitent doit être garantie. Enfin, ce sont les opérateurs qui voient leurs obligations clarifiées. Je tiens à cet égard à saluer le travail remarquable de notre rapporteure Catherine Procaccia. Grâce aux apports du Sénat, ce nouveau régime d'autorisation est fusionné avec celui du dit article R. 226-7 du Code pénal, qui a notamment trait au secret des correspondances. Il est par ailleurs important de ne pas bouleverser l'existant et de faire en sorte que ces nouvelles obligations ne pèsent pas démesurément
sur l'activité économique. Les communications sont un secteur à haute importance dans nos territoires et notamment dans les territoires ruraux où demeurent de nombreuses zones blanches. C'est un vrai levier d'aménagement du territoire. Ainsi, nous avons veillé à ce que les mesures nécessaires à la sécurité n'entravent pas inutilement le déploiement de cette technologie sur l'ensemble du territoire national. La plupart des apports du Sénat ont été conservés, mais il restait à s'accorder avec nos collègues députés sur la nécessité de proportionnalité des décisions de refus. Cette disposition poursuivait bien sûr un but louable, mais certains ont craint qu'elle ne donne lieu à un excès d'action en justice systématique. Une solution de consensus a pu être trouvée sans toutefois abandonner cet objectif de proportionnalité qui fera d'ailleurs l'objet d'un rapport remis par le gouvernement au Parlement. Nous sommes ainsi parvenus à faire ce qui n'était qu'un amendement donc au détour de la loi Pacte, un texte de loi équilibré et adapté aux réalités. Cette loi permettra donc de faire face aux risques de la 5G sans nous priver de ses bénéfices. Au-delà de la 5G et plus généralement, nous ne devons pas perdre de vue que beaucoup de technologies numériques sont aujourd'hui dominées par des acteurs non européens, États-Unis et Chine en tête. Derrière ces technologies, il y a pourtant des enjeux stratégiques, des enjeux de souveraineté. L'Europe a besoin d'une industrie technologique de pointe pour ne pas être dépendante d'acteurs étrangers. Nous avons les talents nécessaires, il nous faut maintenant une volonté politique forte. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, sur le gouvernement pour porter ses ambitions tant au niveau national qu'européen. Nous voterons bien évidemment ce texte. Merci. Merci. Et dernier intervenant de cette discussion générale, Monsieur Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, vous l'avez rappelé, la France a engagé officiellement la semaine dernière sa procédure d'attribution des fréquences 5G aux opérateurs télécoms par le lancement d'une consultation de l'ARCEP. Je veux dire à cette tribune ma satisfaction de pouvoir constater que grand nombre de suggestions que j'ai pu porter au collège de l'ARCEP ont été retenues. Il faut maintenant transformer l'essai. Ainsi, l'espoir d'un premier déploiement commercial dans quelques grandes villes françaises à la fin de 2020 et la couverture des 2/3 de la population d'ici 2026 devient possible. L'objectif est clair, couvrir l'ensemble du territoire, soit en 5G, soit en type 5G, d'ici la fin 2030. Pour cela, le gouvernement fixera à l'automne les prix retenus et les cessions. Les enchères auront lieu dans la foulée pour que le processus d'attribution puisse être bouclé au début de l'année 2020. La 5G est le prochain grand défi dans le monde en matière de télécom. Elle va ouvrir de nouvelles perspectives et permettra la cohabitation au sein d'une même technologie d'applications et d'usages très diversifiés. Elle représentera un saut de performance en termes de débit, qui seront multipliés par 10, de délais de transmission, qui seront divisés par 10, et de fiabilité des communications. Mais surtout, elle permettra le développement de nouveaux usages, comme la réalité virtuelle, le véhicule autonome, la ville intelligente ou encore l'industrie du futur. La France s'engage dans ce grand défi avec du retard. Plusieurs pays européens ayant déjà attribué leurs fréquences. En Suisse, en Finlande ou encore au Royaume-Uni, la 5G commence à être disponible. Au plan mondial, plusieurs villes aux États-Unis, en Chine, au Japon ou en Corée du Sud sont d'ores et déjà équipées de cette technologie. Le texte dont nous examinons les conclusions de CMP ne doit pas venir ralentir le processus de déploiement de la 5G sur le territoire national. C'était notre crainte, tout comme pour la 4G d'ailleurs, quand nous avons pris connaissance de la proposition de loi. Si nous sommes conscients que cette technologie est porteuse de promesses, nous le sommes aussi des risques qu'elle peut représenter, que ce soit en termes d'espionnage, d'attaques informatiques, de paralysie du réseau. Heureusement, le Sénat, et je salue ici le travail de Madame la rapporteure, Catherine Procaccia, et de notre collègue Pascal Alizard, a permis de trouver le chemin de crête pour proposer un cadre équilibré, axé sur le contrôle des modalités de déploiement et d'exploitation de la 5G, afin de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
Je voudrais notamment citer plusieurs avancées permises par le Sénat. Le texte adopté par la CMP exclut du champ d'application du dispositif d'autorisation préalable les appareils liés au déploiement de la 4G, ce qui n'était pas le cas initialement. Il améliore la lisibilité du texte en précisant que le dispositif sera applicable aux appareils pouvant présenter un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau ou pour la confidentialité des messages transmis et les informations liées aux communications, et en précisant les types d'appareils concernés. Il supprime, dans le dossier remis par l'opérateur, la mention du périmètre géographique d'exploitation de l'appareil pour ne pas que l'État dicte aux opérateurs leur politique d'achat. Il donne la possibilité au Premier ministre de conditionner son autorisation et de ne pas motiver sa décision de refus s'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Il renforce les règles devant être respectées par les opérateurs et dont le manque de garantie pourrait motiver une décision de refus du Premier ministre. Il permet une meilleure articulation des deux régimes d'autorisation préalable. Ce dispositif s'ajoute au régime du Code pénal R226-3. Une fois encore, le Sénat a montré toute la pertinence de son travail en rééquilibrant le dispositif du texte. Il rehausse le niveau de sécurité des réseaux tout en permettant aux opérateurs français de ne pas manquer le virage de la 5G. Ce dispositif avait été rédigé à la hâte par le gouvernement et déposé sous forme d'amendement au projet de loi Pacte. Plusieurs de mes collègues l'ont dit, nous pouvons être fiers de notre position ici au Sénat. Heureusement, nous l'avions repoussé, estimant que ce sujet nécessitait une analyse approfondie. Comme cela a été rappelé, je regrette aussi que le gouvernement nous prive d'études d'impact et d'avis du Conseil d'État sur un sujet aussi important. Le texte final permet d'éviter les écueils que j'ai cités et d'améliorer le dispositif d'autorisation préalable. C'est pour cela que le groupe Les Républicains votera pour les conclusions de la CMP. Je vous remercie. Très bien, la discussion générale est close. Avant de passer au vote, je demande formellement s'il y a des explications de vote. J'en vois une, Monsieur Cadic, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je me réjouis que le gouvernement ait persisté en nous proposant cette proposition de loi concernant la 5G qui vise à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France. Je suis aussi heureux que le Parlement se soit mis d'accord pour l'adopter au plus vite. La 5G constitue, on l'a dit, un saut technologique. Elle favorisera l'émergence de grands acteurs et il importe de veiller à ce que ceux-ci soient européens et que nous soutenions évidemment Ericsson et Nokia. Mais pourquoi parler d'intérêt de sécurité nationale? Simplement, depuis 1981, il n'y a plus de déclaration de guerre. Or, nous sommes aujourd'hui en cyberguerre. La Chine, État socialiste de dictature démocratique populaire, comme elle se définit elle-même, a créé un cybermur pour imposer un contrôle social à sa population en combinant réseaux sociaux, caméras à reconnaissance faciale et intelligence artificielle. Elle utilise les capacités de la 5G pour asseoir ce régime totalitaire. Totalitaire selon nos critères, évidemment. Ce pays s'appuie sur le constructeur Huawei pour collecter un maximum de données sur les Européens. Que peut-on faire avec des données collectées? Un cas d'école m'a été donné à Boston la semaine dernière par 2 experts de la cybersécurité du MIT et de Harvard. Ils ont recoupé des données médicales anonymisées, dossiers d'hospitalisation, consultations médicales, des employés de l'État du Massachusetts avec les listes électorales. En connaissant seulement le code postal, le sexe et la date de naissance, ils ont pu réidentifier 85% de la base, dont des données personnelles, même du gouverneur de l'État. Il faut en priorité, en urgence, interrompre absolument la collecte de données de masse, en particulier à destination de la Chine, car nous ne sommes pas en capacité de contrôler ce qu'ils en font sur leur territoire. Enfin, il est nécessaire de rendre l'Europe étanche aux constructeurs chinois, comme eux nous interdisent leur cyberespace. Ce sera l'étape suivante à laquelle le gouvernement, je l'espère, s'attaquera dès la rentrée. Je vous remercie. Bien, je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultante du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, il est adopté. La proposition de loi est définitivement adoptée, puisque c'est un texte qui revient de commission mixte paritaire. Voilà, vous l'avez vu, les sénateurs ont finalement expédié l'adoption de ce texte de compromis auquel ils étaient parvenus avec les députés pour sécuriser les réseaux mobiles en vue de l'arrivée de la 5G. Un texte qui ne vise pas explicitement Huawei, mais qui s'appelle cependant loi anti-Huawei, car il vise aussi à limiter l'influence du géant chinois des télécoms dans les futurs équipements 5G. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.